everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va, toujours des migraines récurrentes, mais apparemment, j'ai pu voir que certains d'entre vous y sont aussi sujets. Donc, si vous avez des conseils, des tips, si vous avez une explication, parce que beaucoup d'insomnie aussi, je vous raconte ma vie parce que certains d'entre vous m'ont trouvé une petite mine, etc. Et si par ce biais, je peux aussi vous rassurer, je fais d'une pierre deux coups. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous vous sentez anormalement irrité, si vous souffrez d'insomnie ou tout autre symptôme un peu bizarre dont vous n'êtes pas forcément une habituée et qui se révèle de manière récurrente depuis peu. Je vous avoue que j'essaie de connecter ça avec la 5G parce que ici, vous savez qu'aux États-Unis, on l'a déployé de façon un petit peu agressive depuis peu et qu'entre certaines compagnies aériennes qui annulent leurs avions, en particulier les Emirates, etc., pour les États-Unis parce que depuis le déploiement de cette fameuse 5G, apparemment, ça court-circuite les tableaux de bord. Bref, vous m'aurez compris, je lance une petite enquête pour savoir si, comme moi, en ce moment, compliqué de dormir et compliqué de pas avoir mal à la tête. Voilà, sinon, la vidéo d'aujourd'hui m'a été un petit peu soufflée par mon fils, dans ce sens où on regardait un épisode de la série Doctor Who, et où il a surgi un sujet que je connaissais pas, qui nous a passionnés à tous les deux, et je me suis dit, pourquoi pas? D'ailleurs, pour tous ceux qui aiment un petit peu les sujets, un petit peu comme ça, controverses, les sujets, je dirais pas étranges, mystérieux, énigmatiques, et que vous adorez les lives, je vous conseille la chaîne de Petit Padawan. Je vous mets le lien là et vous le retrouverez dans la barre de description, où vraiment des sujets hyper intéressants sont abordés et il y a beaucoup de débats, beaucoup de lives, beaucoup de personnes qui viennent confronter leur opinion et je trouve cette chaîne très intéressante et très variée. Donc voilà, suivez-le, ça vaut le coup. Sinon, vous savez qu'il y a des endroits dans le monde qui semblent englober parfaitement les mystères tant anciens que modernes. Ici, les bizarreries historiques traversent le temps et se mêlent à celles du présent, générant un continuum d'énigmes déroutantes et d'étrangetés élevées qui s'étendent dans les recoins flous du temps et dans l'avenir incertain. L'un des lieux se trouve en Hongrie, dans la plus grande ville du pays. Il s'agit d'un vaste labyrinthe impressionnant de passages sombres et sinueux qui s'étendent dans les entrailles de la terre, sous l'un des sites historiques les plus précieux du pays, et dans lequel résonne depuis longtemps une histoire sombre, ponctuée de curieux mystères qui se sont perpétués jusqu'à nos jours. Voici un lieu qui offre un mélange d'histoires sinistres, de bizarreries générales, de menaces surnaturelles et de récits sinistres de conspirations gouvernementales et de dissimulation. Voyageons ensemble dans les profondeurs noires et stygiennes de ce labyrinthe mystérieux. Situé à Budapest, en Hongrie, sur la pointe sud de Castle Hill, se trouve un imposant complexe de châteaux et de palais connu sous le nom de château de Buda ou Budavári Palotin en hongrois. Construit pour la première fois en 1265 et inscrit au patrimoine mondial en 1987, ce complexe luxueux et majestueux était à l'origine destiné à servir de palais au roi hongrois à travers les âges. Et son histoire est longue et tumultueuse. Cependant, l'une des caractéristiques les plus intéressantes de cet impressionnant complexe n'est pas ce qui se trouve au-dessus du sol, mais plutôt en dessous. Un mystérieux labyrinthe de grottes dont les couloirs obscurs sont depuis longtemps imprégnés d'histoires sombres et de phénomènes étranges. Profondément enfoui sous les imposants murs de pierre du château de Buda du XIIIe siècle, le labyrinthe de Buda enferme dans ses chemins tortueux et ses couloirs noirs l'histoire sombre de l'ancien quartier des châteaux de Budapest. Ici, les squelettes des morts révèlent des actes violents. Pourtant, les cavernes ont été ouvertes au public, mettant en valeur leur beauté obsédante. Puis soudainement, en 2011, la police a fait une descente dans le labyrinthe et en a verrouillé les portes pour des raisons inexpliquées. Qu'est-ce qui a motivé cette étrange fermeture? Que nous cache-t-on ou que se cache-t-on sous les rues de Budapest? L'histoire sombre
des grottes sous le château de Buda. C'est maintenant les amis et vous allez voir, c'est fascinant. Le complexe de grottes et de passages souterrains a été creusé dans la roche solide par des eaux thermales impétueuses bien avant que l'homme préhistorique ne les utilise comme abri et pour chasser il y a plus d'un demi-million d'années. Des preuves archéologiques d'outils en pierre datant de 350 000 ans et appartenant à l'Homo erectus auraient été trouvées dans ces grottes. Pour vous dire, ça date pas d'hier. Les passages et les chambres s'étendent sur plus de 1200 mètres et se trouvent à près de 16 mètres sous l'ancien quartier du château de ce qui est aujourd'hui Budapest, la plus grande ville de Hongrie. Les grottes sont si historiques et uniques qu'elles ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 en tant que paysage urbain exceptionnel. Les grottes font partie de l'histoire de l'humanité et de la culture de Budapest depuis la préhistoire et ont connu de nombreux changements au cours des âges. C'était le site de l'ancienne ville romaine d'Aquisum, ou d'Aquincum, ou d'Aquincum. Vous savez que moi j'ai un problème avec ma dyslexie, la prononciation. Voilà, je ne suis pas hyper douée, donc excusez-moi pour les puristes, et pas pour les puristes, pour les puristes, décidément. Donc situé entre Buda, sur la rive droite du Danube, et Pest, sur la rive gauche. Pest était un centre économique important, mais elle a été dévastée en 1241 par l'invasion mongole de la Hongrie. Elle a été reconstruite une nouvelle fois et dans les années qui ont suivi, le formidable château de Buda a été construit par le roi Béla IV au-dessus des anciennes chambres. Les premiers habitants utilisaient les grottes pour stocker de la nourriture et s'approvisionner en eau. Les tunnels profonds étaient également un refuge en temps de guerre ou d'incendie et ont été utilisés pendant des centaines d'années par les habitants du château de Buda. Au fil du temps, ils ont été oubliés. Plus tard, les grottes ont été considérées comme stratégiquement importantes et ont été agrandies artificiellement jusqu'à ce que les petites grottes séparées soient reliées entre elles pour former le complexe tentaculaire de passages et de chambres que l'on connaît aujourd'hui et qui s'étend sur environ 1200 mètres. Ce système de grottes sinueuses et labyrinthiques était utilisé à des fins militaires ainsi que comme refuge en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle. Mais son rôle s'est ensuite étendu pour servir de cave à vin, de cave à trésors et même de prison et de chambre de torture. Les grottes ont également été utilisées à plusieurs reprises comme lieux secrets, à l'abri des regards indiscrets, pour dissimuler des trésors ou de l'argent volé afin de les soustraire aux collecteurs d'impôts. Du coup, ça m'a donné une idée. Ici, c'est bientôt le moment de payer ses impôts. Je suis à 2 doigts d'aller en Hongrie, cacher mes petits sous dans une grotte comme il le faisait à l'ancienne. Ceci étant dit, bien évidemment, vous comprenez que ce que je suis en train de vous expliquer est une version officielle, mais que vous allez voir au fil de l'histoire que ce qu'il raconte, où c'est une partie immergée d'un iceberg bien profond et que très certainement, ils ont dit que c'était limité pour pas qu'on aille voir plus loin et surtout pour pas qu'on se pose plus de questions. Les grottes sinueuses ont été redécouvertes et étudiées dans les années 1930 avec le développement de la ville. Les fouilles ont permis de découvrir des ossements, ce qui a donné lieu à une exposition d'objets et de vestiges. Les caves ont été ouvertes et un chemin sinueux semblable à un labyrinthe a alors été révélé. Il est facile de croire aux pires légendes du labyrinthe souterrain du château de Buda, car les murs de pierre humides et faiblement éclairés et les ossements des morts rappellent des temps violents. Lors de fouilles, les preuves d'un harem turc ont été découvertes à l'entrée d'une grotte, et plusieurs squelettes de femmes ont été retrouvés dans les profondeurs des tunnels, datant de l'occupation ottomane. On pense qu'il s'agit de victimes tragiques du pacha de Buda qui s'est simplement lassé d'elles et les a fait emmurer vivantes dans les grottes.
Encore une fois, explication officielle, pourquoi le gars se serait fait chier, excusez-moi du terme, à les emmurer, alors que à l'époque c'était un pacha, que les dissimuler aux yeux de qui, de quoi, enfin, je veux dire, il faisait tout ce qu'il voulait le mec, non? Mais bon, encore une fois, c'est l'excuse qui colle le mieux avec les histoires qu'on nous rabâche depuis très longtemps. Donc bien sûr, un endroit aussi sombre, humide et effrayant ne peut manquer d'avoir son lot d'histoires sinistres. L'une des plus connues est qu'au XVe siècle, le système de grotte a servi de prison à Vlad Tepes, ou Vlad Tepes, hein, ou Vlad III de Valachie, ou de Valaki. Je suis désolée, mais vraiment, j'ai vraiment des doutes sur les prononciations parce que vous savez, soyez indulgents, vous savez que très souvent, je fais mes recherches en anglais, je les traduis, de traduction en traduction, ça se prononce différemment en fonction des langues et du coup, je suis un peu perdue, je ne sais plus vraiment comment le prononcer proprement en français, donc excusez-moi. Quoi qu'il en soit, il était plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur ou le bien nommé Dracula. Et je vais l'appeler Dracula, ça m'évitera de reproduire 1000 fois une erreur dans la prononciation du nom, si jamais j'en fais une. Selon la légende, Dracula a été trahi par le roi hongrois Mathias et emprisonné dans le sombre cachot des grottes du bas de la colline pour y croupir pendant une période indéterminée, estimée à environ 10 ans, au cours de laquelle il aurait été torturé sans pitié régulièrement pendant son séjour dans ces sombres recoins. En effet, la légende veut que ce soit son séjour traumatisant et éprouvant dans cet enfer souterrain qui ait fait de Dracula un fou connu pour ses tortures brutales, ses meurtres et sa cruauté, ainsi que pour son habitude d'empaler ses ennemis sur des pieux géants, ce qui lui a valu le surnom notoire d'empaleur. Certaines versions de l'histoire vont encore plus loin, affirmant qu'à sa mort, Vlad Tepes, Dracula, a été enseveli dans le système de grottes. Plus étrangement, on dit qu'il a d'abord été décapité, son corps étant enterré dans les grottes et sa tête ailleurs. Pas parce que c'était un vampire assoiffé de sang et que c'était la seule façon de le tuer. Non, 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 que nenni. C'est parce qu'ils étaient énervés, dans la version officielle, ils se sont dit le saligo, avec tout ce qu'il a fait. Alors que de base, c'est donc, dans leur version officielle, après 10 ans, où déjà eux l'ont torturé, revanchard, il a fait la même, enfin bref, voilà. Non, non, enfin, c'est très bizarre. Donc voilà l'explication, hein. Ils étaient énervés, le gars il s'était un petit peu moqué d'eux, donc même dans la mort, ils ont décidé de dissocier son corps. On croit ce qu'on veut, hein, les amis, n'oubliez pas. D'autres histoires effrayantes racontent que de nombreuses personnes ont été jetées dans les grottes et simplement laissées à mourir et à pourrir, comme en témoignent les nombreux squelettes humains retrouvés dans le système des grottes. Donc encore une fois, voilà comment ils ont expliqué le nombre impressionnant d'ossements qui a été retrouvé. Donc apparemment, à l'époque, c'était coutume d'aller faire mourir les gens dans les grottes ou d'aller mourir dans des grottes ou voilà, de se casser la tête à aller sous un palais, etc. Ou les gens qui habitaient dans le palais, ils trouvaient ça beaucoup plus simple d'aller jeter les corps dans les grottes. Voilà. Apparemment, c'est comme ça qu'il y a eu l'explication. Or, vous allez voir, vu la complexité, vous allez voir, toujours je m'avance, toujours, ça c'est énervant aussi. J'ai tendance à anticiper parce que je sais et je tombe à plat parce que c'est pas le moment de dire ce que je dis, pardon. Le folklore parle même des Turcs qui enterraient leurs trésors dans le labyrinthe. Pareil, comme je vous l'ai dit, les collecteurs d'impôts du Moyen-Âge qui cachaient leurs richesses. Alors eux, ils cachaient leurs richesses dans le palais, autour du palais, dans les tunnels, dans les puits. Les gars, ils ont éparpillé leur monnaie à travers toute la Hongrie. Rien n'a jamais été découvert jusqu'à présent, malgré donc les nouvelles constructions, le temps qui passe. Hein. Mais quand même, c'est une thèse qu'on vous sert et qu'on vous demande de manger sans vous poser plus de questions. Et dans ces tunnels incroyables, donc on ne trouve absolument, ne serait-ce même pas une piécette, mais par contre, on trouve des squelettes, des figures étranges de l'art ancien, des symboles inexplicables, des puits et des fontaines, ainsi que des humanoïdes de pierre. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. On trouve également
d'étranges statues humanoïdes. Ces statues, d'origine inconnue, dans différents états de décomposition, auxquels il manque souvent des membres ou même la tête, sont une énigme. L'une des statues les plus remarquables s'appelle le chaman aux 2 visages et représente un chaman avec un visage de chaque côté de son corps. Les murs sont ornés d'étranges et impénétrables symboles anciens gravés directement dans la pierre, peut-être à des fins religieuses, mais personne n'en est sûr, ainsi que des peintures sur les murs. On trouve également à de nombreux endroits du réseau de grottes des vestiges de l'époque où elles servaient de chambre de torture, comme des barres métalliques rouillées et des équipements de torture abandonnés à leur sort dans les sombres profondeurs. Était-ce un vestige de son passé de prison? Peut-être, mais rien n'est moins sûr, tellement ces labyrinthes sont mystérieux. Et attendez, ce n'est pas tout. À un moment, dans les méandres des tunnels noirs et des lumières tamisées, au travers d'un brouillard omniprésent et étrange, il y a une chambre cachée, au milieu de laquelle trône une mystérieuse fontaine qui fait constamment jaillir du vin à des fins inconnues. En effet, le vin coule librement de cette fontaine recouverte de vignes. La raison pour laquelle le vin coule sans fin, comment et pourquoi la fontaine existe, reste, jusqu'à ce jour, un mystère. On l'attribue désormais au roi Matthias Corvinus, qui a poursuivi la construction de l'énorme palais royal. Les légendes disent qu'il a été empoisonné par sa femme Béatrice. Je vous avoue que j'ai essayé pas mal de creuser autour de la fontaine de vin. Rien n'en sort, comme toute info intéressante et comme toute chose qui vaut le détour. Tout est passé complètement sous silence, dans l'indifférence générale. Peut-être que s'ils avaient tourné une télé-réalité là-bas, ça aurait eu un peu plus d'impact, mais pour notre merveilleuse société qui se fout de tout à part de l'inutile, ça n'a pas eu l'air d'intéresser, alors que je trouve ça, mais quand même incroyable. Mais ça pourrait tuer le business du vin, tu vois. C'est quand même un truc de fou. Et puis apparemment, ça ne cesse de couler. D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment du vin d'ailleurs? En tout cas, au total, 5 labyrinthes tortueux distincts englobent 10 salles. L'histoire intrigante des grottes, leur beauté étrangement obsédante et leur innombrable bizarrerie en ont fait une attraction touristique hyper populaire. À partir du début des années 1980, plusieurs circuits ont été ouverts qui ont pleinement exploité l'atmosphère effrayante du lieu et ont même réussi à l'accentuer. Des figurines de cire effrayantes portant des vêtements de différentes époques ont été installées à divers endroits autour des grottes et un programme appelé Labyrinthe de lanternes a été réalisé dans une obscurité quasi totale. Chaque visiteur n'ayant droit qu'à une seule petite lanterne pour repousser l'obscurité, tandis qu'il se frayait un chemin dans les passages tortueux avec une seule corde. Un programme de 2011 intitulé Wandering with the Great Ones of Europe utilisait également des lanternes. Les visiteurs solitaires partaient seuls avec une seule lanterne pour repousser l'obscurité qui les envahissait. Bien évidemment, les visites se faisaient sous fond de musique effrayante et avec une variété de gadgets et de frayeurs bon marché pour exploiter le lieu claustrophobe et sinistre avec ses tunnels sombres et ses parois rocheuses, gluantes et humides. Business is business, vous le savez, on vit dans un monde où, quoi qu'il en soit, avant on est capable même de mettre en danger les propres choses qu'ils essaient de dissimuler, juste pour pouvoir un petit peu se faire du pognon dessus. Voilà, ainsi va la vie, c'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le labyrinthe est ainsi devenu célèbre, attirant un flux constant de visiteurs désireux d'exploiter l'histoire et la culture ancienne de Budapest. Aux reliques étranges et à l'histoire sombre du labyrinthe de Buda s'ajoutent des histoires de nature résolument surnaturelle. Les visiteurs des grottes racontent depuis longtemps qu'ils ont entendu des cris ou des hurlements mystérieux provenant d'une source inconnue, qu'ils ont été tapés ou poussés par des mains invisibles ou qu'ils ont vu des lumières dansantes dans l'obscurité.
Depuis le 19e siècle, un fantôme dont on dit qu'il porte une sorte de cape a souvent été aperçu en train de rôder dans les tunnels sombres du site. Ce fantôme, appelé le comte noir, serait le fantôme d'un comte du 19e siècle qui aurait perdu tout son argent et se serait retiré dans les profondeurs des grottes pour vivre avec un groupe de bandits et voler les riches. Une autre idée est qu'il s'agit de l'esprit de Vlad l'Empaleur, soit Dracula lui-même. Les rares visiteurs courageux qui arrivaient à atteindre la salle de l'incroyable fontaine de vin étaient encouragés à goûter le vin s'ils osaient. Et comme vous vous doutez, personne n'a jamais osé goûter le vin. S'il faut, c'était pas du vin, c'était du sang. S'il faut, c'était de l'eau qui était rouge parce qu'elle coulait. D'ailleurs, qu'ils aient même pas fait de test pour expliquer, ça en dit long, ça en dit long. Même pas chercher à savoir. Enfin, non, là je dis des bêtises. Ils sont censés avoir dit que c'était du vin. Mais permettez-moi d'en douter, c'est plus logique comme ça. Malgré ces tentatives voyantes de transformer les grottes en quelque chose qui ressemble clairement à une maison hantée pathétique d'Halloween, le labyrinthe de Bouddha a rapidement repris ses droits. Ainsi, le 29 juillet 2011, ce jour-là, les grottes ont fait l'objet d'une descente soudaine et inexplicable de la police et des membres de l'inspection de l'environnement qui ont rapidement et de force évacué tout le monde du labyrinthe, aussi bien les visiteurs que le personnel. Ceux qui étaient présents à l'époque se souviennent qu'ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un signe d'attaque terroriste ou d'une autre urgence et ont raconté comment des policiers lourdement armés ont surveillé attentivement tout le monde pendant qu'on les pressait vers les sorties. Cependant, lorsque les personnes ont été sorties de la grotte et que les portes se sont fermées, les gens ont vite compris qu'il n'y avait absolument pas d'urgence et on ne leur a donné aucune explication pour laquelle la police avait fait irruption comme ça et du pourquoi ils avaient été expulsés de la grotte si soudainement et si rapidement. Les gardiens et les autres membres du personnel du labyrinthe de Bouddha, tout aussi déconcertés que les visiteurs, car ils n'avaient reçu aucun avertissement préalable ni aucune information des autorités concernant une telle descente, se sont montrés des plus surpris. Les efforts déployés pour savoir ce qui s'est passé les jours suivants se sont soldés par le silence des autorités, alors même que les portes des grottes ont été scellées. Dans certains cas, les membres du personnel auraient été mystérieusement remplacés ou licenciés, ce qui a donné lieu à des rumeurs de conspiration ou de dissimulation de la part du gouvernement. Entre-temps, les entrées de la grotte ont été bloquées pour couper le labyrinthe au public. À l'époque, les gens ont supposé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste ou d'une situation d'urgence. Aucune situation d'urgence ne s'est produite et aucune explication n'a été donnée à la raison de cette soudaine précipitation à faire sortir les gens. On ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé le 29 juillet, ni ce qui a poussé la police à évacuer soudainement les grottes et à en bloquer l'accès. Que cherchaient les fonctionnaires au fond des anciennes chambres? S'agissait-il d'une tentative de contrôle ou de nationalisation de ce site patrimonial ou bien quelque chose avait-il été découvert dans le sous-sol? De nombreuses questions demeurent quant aux événements qui ont entouré l'étrange et mystérieux labyrinthe de Bouddha. En visitant le labyrinthe souterrain de Budapest, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un labyrinthe impressionnant et inquiétant, mais aussi d'un chemin tortueux et complexe qui relie le monde ancien et caché à notre époque moderne. Les autorités n'ont jamais donné de réponse claire à la question de savoir pourquoi les grottes ont été attaquées et cela reste, même à l'heure où j'enregistre cette vidéo, un mystère. Le labyrinthe de Bouddha est resté longtemps fermé aux visiteurs et aux membres du personnel. Il ne fait aucun doute que le labyrinthe de Bouddha en Hongrie recèle son lot de mystères et de bizarreries. Et c'est certainement un endroit qui pose beaucoup plus de questions que de réponses. Quel secret
se cache au fond de la sombre toile d'araignée de tunnels et de passages enfouis sous le plus remarquable site du patrimoine mondial du pays? Quelle est l'étendue de son histoire variée et turbulente? Y a-t-il d'autres squelettes oubliés qui reposent là-bas? Pourquoi cette attraction touristique, autrefois très fréquentée, a-t-elle été soudainement et inexplicablement fermée? Bien que la plupart de ces questions, si ce n'est la totalité de ces questions, restent à ce jour sans réponse, une chose semble claire. Ces passages obscurs sont l'un des endroits les plus effrayants, les plus étranges et les plus intrigants du monde. Il semblerait que depuis, on puisse à nouveau visiter le labyrinthe, mais le trip est clairement restreint. T'as plus d'accès à la chambre de la fontaine à vin, t'as plus accès aux statues que je vous ai montrées au visage humanoïde, et bien évidemment, déjà, moi, de mon propre avis, ça n'engage que moi, je pense que déjà à l'époque, la visite était restreinte et qu'ils ont poussé le vice en se disant, vas-y, parce que quand même, l'histoire de la cave à vin là, et de l'extraterrestre, parce qu'on est d'accord que ça ressemble à un truc extraterrestre, ça va nous attirer des clients. On leur dira pas qu'il y a plus, parce qu'en plus, ça devait être limite encore plus profondément, donc avec des difficultés et des risques trop gros. Mais je suis convaincue que ça s'étend beaucoup plus que ce qu'ils ont dit officiellement. Il est quand même incroyable, dites-moi ce que vous en pensez, qu'entre le mont Boutcheji et d'autres lieux intraterrestres incroyables en Bulgarie, et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, j'en ai fait pas mal, qui parlent de ces tunnels à travers, que ce soit à travers les nazis avec le projet Ahnenerbe, que ce soit à travers le mont Boutcheji, etc. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets tous les liens de mes vidéos dans la barre de description de celle-là. Parce que vous allez voir, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même incroyable qu'on ait encore, et que j'ai encore trouvé, qu'il y ait encore une fois, quoi qu'il en soit, une entrée qui semble être une entrée vers le centre de la Terre ou vers quelque part à l'intérieur de la Terre, avec une histoire incroyable, entourée de mystères, qui aujourd'hui encore est encore fermée, dissimulée, contestée, et que ce soit encore dans un des pays de l'Est. Moi, je commence clairement à me dire que peut-être l'entrée du centre de la Terre est quelque part en Europe de l'Est. Ou en tout cas que l'Europe de l'Est est baignée par une espèce... D'abord, moi j'ai un ami bulgare qui me dit que pour eux, ils sont le berceau de la création, le berceau de la civilisation. C'est vrai que quand du coup je me suis intéressée à la Bulgarie, j'ai découvert qu'ils avaient par exemple un or d'une qualité quasi jamais vue. Enfin, vraiment, ces pays ne sont pas anodins et peut-être justement qu'ils ont été toujours entourés sous le coup de communisme, de dictature, quelle qu'elle soit et quel que soit le nom qu'elle ait décidé de se donner. Il y a peut-être une raison. Parce que c'est étrange, tout est toujours connecté avec un centre de terre. Hein. Et, je vais même aller plus loin, ce n'est pas non plus par hasard que les francs-maçons pratiquent de nombreux rituels dans des grottes à travers le monde. Parce qu'on est d'accord que les francs-maçons, généralement, c'est des gens qui sont financièrement hyper healthy. Donc ici, hyper healthy, c'est-à-dire des gens qui sont confortablement financièrement, tu vois, quand ils font des réunions. Pourquoi ils les font dans des grottes? Parce que tu vas dans des grottes quand t'as pas d'autres, quand t'as pas dans un endroit mieux. Enfin, je pense. Dites-moi, mais moi, vu les loges qu'ils ont, les endroits prestigieux, pleins de bling bling qu'ils ont à travers le monde, les mecs, chaque fois qu'ils ont un truc important, ils vont dans des grottes. Attention, si vous ne me croyez pas. Pour preuve, la grotte de Sédécia, l'ancienne carrière située à 30 pieds sous les rues de la vieille ville de Jérusalem, que certains considèrent comme le site d'où proviennent les pierres du temple du roi Salomon et où plusieurs fois par an, la grotte accueille des célébrations maçonniques, dont une récente cérémonie de reprise de diplôme de Mark Baxter organisée par la Grande Loge de l'État d'Israël. En fait, de nombreuses loges, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, se réunissent depuis longtemps dans des grottes. La grotte a en effet été un élément important tout au long de l'histoire de la franc-maçonnerie, à la fois comme cadre physique et comme symbole métaphysique important pour le rituel maçonnique.
comme dans la transition des ténèbres primitives à la lumière lors de la cérémonie d'initiation du premier degré, version officielle of course. Donc, c'est pas pour rien. Il y a un truc avec les grottes, tu vois. Nous, on croit que les grottes, c'est juste des formations naturelles qui se sont faites avec le temps, des trucs tectoniques. Mais il y a forcément quelque chose de plus profond. Les grottes apparaissent même dans certains degrés trouvés dans le manuel de la franc-maçonnerie de Richard Carlile de 1825, comme le degré de maître écossais qui, selon le manuel, mentionne une grotte près d'Aberdeen en Écosse. Le degré de 9 chevaliers élus implique également une grotte où un assassin d'Hiram Adif se réfugie, ce qui rappelle le degré d'élu de 9 dans le rite écossais ancien et accepté. En tant que tel, ces lieux souterrains ont tendance à jouer un rôle dans des cérémonies très spéciales. Par exemple, en 1967, près de 1800 maçons de Salem dans l'Indiana se sont réunis pour célébrer le 150e anniversaire maçonnique de l'État à l'intérieur de l'une des plus grandes carrières de calcaire de l'État. Là, on est d'accord que les grottes, on ne peut pas nier qu'il y a un truc, que... Parce qu'encore une fois, je parle des francs-maçons. Je sais que souvent, je me fais agresser. Enfin, agresser, c'est un grand mot, mais il y a des gens qui me disent moi, je suis franc-maçon. Comme il y a des gens qui m'ont dit moi, je travaille au CERN, quand j'ai fait mon sujet sur le CERN. J'ai de la chance, j'ai toujours les gens qu'il faut dans mes followers qui me disent ce que tu racontes, c'est de la merde. Après, c'est pas parce que tu travailles au CERN ou que tu travailles comme franc-maçon que ça veut forcément dire que tu es dans les secrets des alcôves. Tu sais, il y a toujours une hiérarchisation, c'est le système, c'est la société. Tu n'es pas la meilleure amie ou tu n'es pas le meilleur ami du patron. Donc forcément, comme dans n'importe quelle compagnie, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Bien évidemment que de base, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a plein de choses qui ont été détournées, il y a plein de valeurs qui sont upside down, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu, voilà, ils ont perdu les gens parce que oui, bien sûr qu'il y a des gens très bien qui pensent vrai pour le bien, alors qu'ils sont ils sont enfermés dans des groupuscules obscurs, tu vois. Combien on a vu à travers l'histoire des gens qui travaillaient pour des compagnies, par exemple, qui pensaient servir l'humanité et où ils se sont rendus compte, tu vois, tous les employés de Nestlé ne savent pas forcément que Nestlé c'est le diable. Et pourtant, il y en a certaines même qui pensent œuvrer pour le bien avec des actions humanitaires, alors que le gars, il est en train de piller la planète de toutes ses ressources. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, bien évidemment que il y a des levels, il y a des cellules dans la cellule, il y a un noyau, mais il y a... donc, juste, quoi qu'il en soit, si on ne se base que sur des faits, c'est factuel ce que je fais, tu es obligé de te poser des questions, d'accord ? Donc, moi, ce que je dis, qu'y a-t-il et qu'est-ce que c'est ces grottes? Est-ce que c'est une entrée vers le centre de la Terre? Est-ce que c'est une entrée vers les enfers? Est-ce qu'en fait, tu as un premier niveau, tu as différents niveaux et que eux ne s'adressent que au premier niveau qu'il faut passer pour pouvoir avoir la chance d'accéder au centre de la Terre, où certains disent que c'est Agartha et que c'est limite le paradis? Je sais pas. En tout cas, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup à creuser autour de ces mondes souterrains et les implications qui s'y trouvent. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais continuer à creuser parce que moi je trouve ça passionnant et que j'ai bien l'intention d'avoir des débuts d'explication, même si là du coup je me prends un petit peu trop au sérieux. Dites-moi si vous avez des pistes de recherche, ça m'intéresse parce que comme je vous le dis souvent, vous êtes un puits inestimable d'informations. Voilà, soyez aussi indulgents, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est pas la grande forme, mais j'imagine que je suis pas la seule. En attendant, il y a quand même des bonnes choses. Ici, je viens d'apprendre que ça y est, le port du masque n'est plus obligatoire. Yeah, victoire, parce que moi je suis dans un état démocrate, donc
a ramé, hein, mais c'est en bonne voie. Je continue à rechercher mes vérités, je continue à creuser pour vous. J'avais en tête un sujet un petit peu plus anxiogène sur le bilan justement de ces 2 années de mascarade, et en vérité ça m'a tellement déprimée que j'avais pas les épaules vu voilà, ma petite, je vais pas dire santé, mais voilà, mon mood, mon petit mood, j'avais pas trop envie de faire ça cette semaine, mais je la ferai très certainement très bientôt parce qu'il y a des choses intéressantes et qu'il faut savoir qui arrive. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les amis, stay safe. À dimanche.